Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le corps humain est un système complexe et compliqué et il abrite d'innombrables pathologies qui défient souvent l'imagination. Des syndromes particuliers aux maladies rares, le monde médical regorge de cas qui peuvent étonner même les professionnels les plus expérimentés. Nous allons vous présenter aujourd'hui 20 pathologies dont vous aurez du mal à croire qu'elles existent réellement. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le syndrome de Poland est une maladie congénitale rare caractérisée par l'absence ou le sous-développement des muscles thoraciques d'un côté du corps. Cette affection peut entraîner diverses anomalies physiques affectant la poitrine, l'épaule, le bras et la main du côté affecté. La caractéristique la plus importante est l'absence de la tête sternocostale du muscle grand pectoral, essentiel au mouvement de la poitrine. Les personnes peuvent également souffrir d'hypoplasie, sous-développement du muscle pectoral mineur, ainsi que d'anomalies digitales telles qu'une syndactylie, doigt fusionné. D'autres manifestations peuvent inclure des côtes courtes, une réduction de la graisse et des déformations de la poitrine et du mamelon du côté affecté. On pense que le syndrome de Poland est causé par des mutations génétiques qui peuvent être héréditaires ou survenir de manière aléatoire lors de la division cellulaire. Ces mutations peuvent également provenir de facteurs environnementaux tels que l'exposition aux rayons UV ou à des virus contractés pendant la grossesse. Bien que la cause exacte reste incertaine, certains chercheurs suggèrent qu'elle pourrait résulter d'une perturbation du flux sanguin pendant le développement du fœtus, en particulier vers la 6e ou la 7e semaine de grossesse. On estime que le syndrome de Poland survient chez environ une naissance sur 30 000, bien que ce chiffre puisse être sous-estimé. Numéro 19. L'urticaire aquagène est une maladie rare caractérisée par le développement d'urticaire ou d'éruptions cutanées qui démangent après un contact avec de l'eau. On l'appelle souvent allergie à l'eau. Cette maladie est extrêmement rare, avec seulement environ 37 cas documentés dans la littérature médicale. Les personnes atteintes d'urticaire aquagène ressentent généralement des bosses surélevées et qui démangent sur leur peau peu de temps après une exposition à l'eau. Ces urticaires peuvent durer de 30 minutes à 2 heures avant de disparaître. Cela peut entraîner un stress psychologique important car les patients peuvent développer une peur de l'eau en raison de l'inconfort qu'elle provoque. Le diagnostic implique généralement une histoire clinique d'urticaire en réponse à une exposition à l'eau confirmée par un test de l'eau pour exclure d'autres conditions. L'urticaire aquagène est spécifiquement causé par le contact avec l'eau, quelle que soit la source ou la température. Cela comprend la pluie et la neige, la sueur et même les larmes. Cette condition est unique car elle ne dépend pas de la température ou de l'acidité ou l'alcalinité de l'eau, tout type d'eau peut déclencher une réaction. Numéro 18. Les acouphènes sont la perception d'un son dans les oreilles ou la tête sans aucune source sonore externe. Ils sont souvent décrits comme des bourdonnements, mais les individus peuvent également ressentir d'autres types de sons tels que des bourdonnements, des sifflements, des rugissements ou des pépiments. Les acouphènes sont une affection répandue qui touche plus de 50 millions de personnes aux États-Unis seulement et on estime que 10 à 25% des adultes en souffrent à un moment donné de leur vie. Pour beaucoup, les acouphènes peuvent être une gêne légère, mais pour d'autres, ils peuvent être graves et avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une maladie en soi, mais plutôt d'un symptôme de divers problèmes de santé sous-jacents. Les sons peuvent être constants ou intermittents et peuvent varier en intensité, affectant potentiellement une ou les deux oreilles. La perte auditive liée à l'âge est l'une des causes les plus courantes d'acouphènes. À mesure que les personnes vieillissent, les cellules sensorielles de l'oreille interne peuvent se détériorer, entraînant à la fois une perte auditive et des acouphènes. Les dommages à l'oreille causés par des bruits forts, des infections ou un traumatisme physique peuvent également provoquer des acouphènes. Bien qu'il n'existe pas de traitement définitif contre les acouphènes, diverses stratégies de gestion peuvent aider à atténuer les symptômes. Cela peut inclure la thérapie sonore, qui consiste en l'utilisation de bruits de fond ou de machines à bruit blanc pour masquer les acouphènes, la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une approche psychologique qui peut aider les individus à faire face à l'impact émotionnel des acouphènes, ou encore les appareils auditifs destinés aux personnes souffrant de perte auditive qui peuvent améliorer l'audition globale et réduire la perception des acouphènes. Numéro 17. La trichotillomanie, également connue sous le nom de trouble de l'arrachage des cheveux, est un trouble psychologique caractérisé par l'envie compulsive de s'arracher les cheveux.
Ce comportement peut affecter les cheveux de diverses parties du corps, notamment le cuir chevelu, les sourcils et les cils. Les personnes atteintes de trichotillomanie ont souvent du mal à résister à cette envie, même lorsqu'elles sont conscientes que cela peut leur être nocif. Cette maladie peut entraîner une perte de cheveux importante, entraînant des plaques chauves inégales, ce qui peut avoir un impact négatif sur la confiance en soi et le bien-être mental général d'une personne. Elle est le plus souvent observée chez les adolescents et les adultes, les estimations suggérant 1 à 2% de la population pourraient être touchées. La maladie débute souvent pendant l'enfance ou la puberté et peut avoir des conséquences psychologiques importantes, notamment des sentiments de honte et une faible estime de soi. Des études indiquent même que les femmes sont environ 10 fois plus susceptibles d'être touchées que les hommes. De plus, les personnes atteintes de trichotillomanie sont plus susceptibles d'avoir des comportements répétitifs concomitants centrés sur le corps, tels que se gratter la peau ou se ronger les ongles. Numéro 16. En 2017, Carlos Mariotti, un ouvrier brésilien de 42 ans, a été gravement blessé à la main gauche lors d'un accident industriel impliquant une machine de production de plastique. La blessure était si catastrophique que les médecins ont envisagé l'amputation comme une option nécessaire pour lui sauver la vie. Dans un revirement remarquable, une équipe de chirurgiens dirigée par le Dr Boris Brandao a opté pour une solution innovante. Ils ont réalisé une intervention chirurgicale rare au cours de laquelle la main de Mariotti a été cousue dans une poche de son abdomen. Cette technique consistait à enfouir la main dans les tissus mous de son abdomen, où elle est restée pendant 42 jours. L'objectif de cette procédure était de permettre à la main de guérir et de retrouver une circulation sanguine tout en la protégeant de nouvelles blessures. Après l'opération initiale, Carlos a subi une série d'opérations supplémentaires visant à reconstruire sa main. Les chirurgiens ont utilisé la peau et les muscles de son abdomen pour reconstruire le dos de sa main et la peau de sa cuisse pour la paume. Grâce à ces procédures révolutionnaires, il a commencé à retrouver l'usage partiel de sa main qu'il craignait avoir perdu à jamais. Numéro 15. L'insensibilité congénitale à la douleur, également connue sous le nom de CIP, est une condition extrêmement rare dans laquelle les individus naissent sans la capacité de ressentir la douleur physique. Cela signifie que les personnes touchées n'ont jamais ressenti de sensations douloureuses de leur vie. La CIP est caractérisée par l'absence de nociception, qui est la perception sensorielle des stimuli douloureux. Ce manque de perception de la douleur peut entraîner de graves conséquences, car les individus peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont blessés ou qu'ils subissent des dommages. Dans certains cas, la CIP peut être associée à d'autres symptômes tels que l'anhydrose, l'incapacité à transpirer. Cette condition spécifique est connue sous le nom d'insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose ou CIPA. Les personnes atteintes de CIPA non seulement ne peuvent pas ressentir la douleur, mais ont également du mal à réguler la température corporelle en raison d'une transpiration réduite. Numéro 14. Le syndrome pseudobulbaire est un trouble neurologique caractérisé par des épisodes incontrôlables de rire ou de pleurs qui sont souvent inappropriés ou exagérés par rapport à la situation. Ces réponses émotionnelles ne correspondent pas aux sentiments réels de l'individu, provoquant une détresse et une confusion importante pour la personne concernée et son entourage. Le rire incontrôlable survient généralement comme une condition secondaire en raison de troubles neurologiques sous-jacents ou de lésions cérébrales. Les affections associées courantes comprennent la sclérose en plaques, la SLA, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions cérébrales traumatiques et diverses maladies qui affectent le système nerveux. Le mécanisme exact derrière le rire incontrôlable implique des perturbations dans les voies cérébrales qui régulent le contrôle émotionnel, en particulier celles qui gèrent l'expression des émotions. Les individus peuvent connaître des épisodes soudains et fréquents de rire ou de pleurs qui peuvent durer plusieurs minutes. Ces épisodes peuvent survenir sans déclencheur clair et peuvent être immenses et perturbateurs, conduisant souvent à une gêne sociale ou à un isolement. Contrairement aux réactions émotionnelles typiques, l'intensité et la durée de ces épisodes ne sont pas proportionnelles à l'humeur ou aux circonstances de l'individu. Numéro 13. Les lignes de Blaschko sont des motifs sur la peau qui représentent le modèle de croissance développementale pendant la migration des cellules épidermiques. Elles ne sont pas liées aux structures vasculaires, lymphatiques ou nerveuses, mais suivent plutôt la migration des cellules embryonnaires pendant le développement. Ces lignes sont généralement invisibles dans des conditions normales, mais peuvent devenir visibles dans certains troubles cutanés, en particulier ceux qui altèrent la pigmentation de la peau.
Les lignes peuvent apparaître en forme de S sur l'abdomen, en forme de V sur le haut du dos et en ligne droite le long des bras et des jambes. Elles ne traversent pas la ligne médiane du corps, qui est une frontière imaginaire qui longe la poitrine et l'abdomen. Le concept des lignes de Blaschko a été décrit pour la première fois par le dermatologue allemand Alfred Blaschko en 1901. Il a noté que ces lignes diffèrent des autres lignes morphologiques de la peau et des dermatomes. Chez la plupart des personnes, ces lignes sont invisibles et impossibles à distinguer de la peau environnante. Cependant, certaines affections cutanées peuvent les rendre plus proéminentes, ce qui entraîne des variations dans leur intensité selon les individus. Des conditions telles que le mosaïcisme, où il existe des variations dans la pigmentation ou la texture de la peau, peuvent mettre en évidence ces lignes. Numéro 12. Le syndrome de la face de lion est une maladie rare dans laquelle les os du visage et du crâne croissent de manière excessive, ce qui donne une apparence de lion. Cette affection n'est pas une maladie autonome, mais plutôt un symptôme associé à divers problèmes médicaux sous-jacents. Les patients atteints du syndrome de la face de lion ou l'éonthiasis ossea présentent souvent une croissance osseuse excessive dans la région crânio-faciale, ce qui conduit à un visage plus large et semblable à celui d'un lion. Cela provoque un épaississement des os maxillaires et mandibulaires, altérant la structure faciale globale. Le terme l'éonthiasis ossea a été utilisé pour la première fois par le médecin grec ancien Rufus d'Éphèse, qui a décrit les modifications osseuses à l'origine de cette apparence distinctive. Le syndrome de la face de lion peut être associé à plusieurs conditions médicales, notamment la maladie de Paget, une maladie chronique qui peut entraîner une hypertrophie et une déformation des os, la dysplasie fibreuse, qui est un trouble osseux dans lequel un tissu cicatriciel se développe à la place de l'os normal, entraînant des anomalies structurelles, ou encore l'hyperparathyroïdie, notamment dans les cas d'hyperparathyroïdie sévère, qui peut provoquer des modifications osseuses importantes et est souvent observée chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Numéro 11. Le syndrome de Mobius est une maladie neurologique congénitale rare qui affecte principalement les muscles responsables des expressions faciales et des mouvements oculaires. Il est caractérisé par l'absence ou le sous-développement des 6e et 7e nerfs crâniens qui contrôlent les mouvements oculaires latéraux et les expressions faciales. Les personnes atteintes du syndrome de Mobius présentent généralement une paralysie faciale qui rend difficile ou impossible le sourire, de froncer les sourcils ou d'effectuer d'autres expressions faciales, des problèmes supplémentaires comme des problèmes d'élocution, d'alimentation et de déglutition dus à l'implication d'autres nerfs crâniens. La cause du syndrome de Mobius n'est pas claire, mais on pense qu'il résulte de perturbations dans le développement des nerfs crâniens au cours du développement fœtal. Cette condition est présente à la naissance et peut varier en gravité selon les individus. Les personnes atteintes du syndrome de Mobius ont également souvent des difficultés de communication non verbale. Comme elles ne peuvent pas imiter les expressions faciales, elles peuvent paraître indifférentes, ce qui entraîne des malentendus dans les situations sociales. Cette difficulté à exprimer ses émotions peut également entraver leur capacité à reconnaître et à interpréter les émotions des autres, ce qui peut entraîner des difficultés dans l'établissement de relations. Numéro 10. Le syndrome de Cotard, également connu sous le nom de syndrome du cadavre ambulant, est un trouble neuropsychiatrique rare dans lequel les individus ont la fausse croyance qu'ils sont morts ou que des parties de leur corps ont disparu. Ce syndrome peut se manifester par un déni de sa propre existence ou de l'existence de parties de son corps, ce qui conduit à de graves délires nihilistes. Ces croyances selon lesquelles les parties de leur corps se désintègrent ou sont absentes peut susciter des sentiments accablants de désespoir, souvent accompagnés d'un profond sentiment de détachement de la réalité. Le syndrome de Cotard est fréquemment associé à d'autres troubles psychiatriques tels que la schizophrénie ou la dépression sévère. On pense qu'il provient de zones spécifiques du cerveau impliquées dans la reconnaissance faciale et le traitement des émotions. Pouvez-vous imaginer vous réveiller avec ce syndrome ? Numéro 9. La maladie de Morgellon est une maladie controversée caractérisée par la présence de fibres multicolores qui apparaissent ou dépassent de la peau. Les personnes atteintes de cette maladie signalent souvent des sensations de quelque chose qui rampe sous leur peau, ce qui entraîne une anxiété et un inconfort important. La maladie de Morgellon est souvent classée comme un sous-type d'infestation délirante où les patients ont la conviction fixe qu'ils sont infectés d'organismes non vivants ou de matières étrangères. Les symptômes peuvent inclure l'apparition de fibres noires, blanches, rouges ou bleues sous la peau, une sensation de rampement ou de démangeaison sur la peau et des plaies ou lésions qui cicatrisent lentement.
Cette maladie fait également l'objet de débats au sein de la communauté médicale. Initialement considérée comme un trouble délirant, des études récentes suggèrent que la maladie de Morgellon pourrait être liée à bien plus que de simples facteurs psychologiques. En 2012, le CDC a mené une étude pour enquêter sur cette maladie, mais les résultats n'ont pas défini de manière convaincante la maladie de Morgellon comme une maladie distincte. Numéro 8. Le syndrome de l'odeur de poisson, ou triméthylaminurie, est une maladie rare dans laquelle le corps ne peut pas décomposer la triméthylamine, ce qui entraîne une forte odeur de poisson. Cette maladie entraîne l'accumulation de TMA dans le corps, qui est ensuite excrété par l'urine, la sueur et la laine, ce qui entraîne une odeur de poisson caractéristique. La cause sous-jacente de la triméthylaminurie est généralement un défaut de l'enzyme monooxygénase 3 contenant de la flavine, ou FMO3. Cette enzyme est essentielle pour métaboliser la triméthylamine en un composé inodore. Lorsque la FMO3 ne fonctionne pas correctement ou si la production d'enzymes est insuffisante, la TMA s'accumule et provoque l'odeur caractéristique. Les personnes atteintes du syndrome de l'odeur de poisson peuvent ressentir divers symptômes, principalement l'odeur persistante de poisson, qui peut être socialement stressante. L'odeur peut varier en intensité et peut être influencée par le régime alimentaire, car certains aliments peuvent aggraver la maladie. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif contre la triméthylaminurie, des changements alimentaires, comme éviter les aliments qui produisent de la triméthylamine, comme le poisson, les œufs et les légumineuses, peuvent aider à gérer la maladie. Certaines personnes peuvent également bénéficier de traitements spécifiques visant à réduire l'odeur. Numéro 7. La corne cutanée est une affection dermatologique caractérisée par une projection de la peau dure et cornée, principalement composée de kératine. Cette excroissance unique peut varier en taille et est souvent décrite comme ressemblant à une corne d'animal, du bois ou du corail. La corne cutanée est essentiellement un monticule d'épithélium kératinisant, un tissu cutané durci composé de fibres de kératine et forme souvent des protubérances dures et scameuses. Elle résulte d'une hyperkératose, qui est une accumulation excessive de kératine à la surface de la peau. La projection est généralement ferme et peut développer une courbe au fil du temps, améliorant son apparence de corne. Ces cornes peuvent être petites et localisées, mais elles peuvent également devenir plus grandes en fonction de la maladie sous-jacente. La hauteur de la corne est souvent supérieure à la moitié du diamètre de sa base. La corne cutanée peut se développer à partir de diverses lésions cutanées qui peuvent être bénignes, prémalignes ou malignes. Ces cornes se trouvent le plus souvent sur les zones exposées au soleil, comme le cuir chevelu, le front, les paupières, les oreilles, le nez, les lèvres et les membres supérieurs. Le traitement consiste généralement à retirer chirurgicalement la corne et toutes les lésions associées à la base. Cette opération est importante non seulement pour des raisons esthétiques, mais également pour exclure toute affection maligne. Cependant, il est essentiel d'évaluer la base de la corne pour déterminer s'il existe des affections cutanées sous-jacentes qui nécessitent un traitement. Numéro 6. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles est une maladie neurologique fascinante qui affecte la perception, entraînant des distorsions dans la façon dont les individus perçoivent leur propre corps et l'environnement qui les entoure. Nommé d'après le célèbre personnage de Lewis Carroll, le syndrome englobe les expériences surréalistes décrites dans ses histoires. Les personnes atteintes de ce syndrome subissent une distorsion de la perception visuelle, où les objets ou les parties du corps semblent changer de taille ou de forme. Par exemple, une personne peut voir sa main beaucoup plus grande ou plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Certaines personnes signalent également que le temps semble passer plus vite ou plus lentement pendant les épisodes. Le mécanisme exact à l'origine de ce syndrome n'est pas entièrement compris, mais on pense qu'il est lié à des perturbations dans la façon dont le cerveau traite les informations sensorielles. Cela peut donner un aperçu des complexités de la perception humaine et de la façon dont le cerveau interprète la réalité. Bien que cela puisse être désorientant et stressant, il est généralement considéré comme inoffensif et se résout souvent tout seul. Numéro 5. L'hyperhidrose est une affection médicale caractérisée par une transpiration excessive qui se produit sans les déclencheurs habituels de chaleur ou d'effort physique. Cette affection peut affecter tout le corps ou être localisée à des zones spécifiques telles que les paumes, les pieds, les aisselles ou le visage. Les personnes atteintes d'hyperhidrose peuvent ressentir une transpiration imprévisible qui peut même se produire à des températures fraîches ou au repos. Cette transpiration excessive peut entraîner une gêne, affectant les activités quotidiennes, les interactions sociales et la qualité de vie globale. La cause exacte de l'hyperhidrose n'est souvent pas claire.
Elle peut être déclenchée par divers facteurs, notamment certaines conditions médicales ou certains médicaments, mais de nombreux cas surviennent sans raison identifiable. Le diagnostic de l'hyperhidrose implique généralement un examen physique et un examen des antécédents médicaux du patient. Les médecins peuvent également effectuer des tests pour exclure d'autres conditions pouvant provoquer une transpiration excessive. Un test couramment utilisé est le test amidon-iode, où l'iode est appliqué sur la peau suivi d'amidon qui change de couleur en présence de sueur. Il est important de noter que les personnes atteintes d'hyperhidrose n'ont pas plus de glandes sudoripares que celles qui ne sont pas atteintes de cette maladie, leurs glandes sudoripares sont simplement plus actives. Numéro 4. La dysplasie fibreuse est une maladie osseuse bénigne caractérisée par le remplacement de l'os normal par du tissu fibreux anormal. Ce tissu anormal ressemble à une cicatrice et n'a pas la même résistance que l'os normal, ce qui entraîne des zones fragilisées qui sont plus susceptibles aux fractures et aux déformations. Le tissu fibreux rend les os affectés cassants et sujets aux fractures. À mesure que le tissu fibreux se développe, il peut déformer les os. La cause exacte de la dysplasie fibreuse est liée à une mutation d'un gène qui se produit pendant le développement du fœtus. Cette mutation affecte les cellules qui forment les os, les empêchant de mûrir correctement et conduisant à la production de tissu fibreux anormal au lieu d'os solides. Il existe deux causes possibles de dysplasie fibreuse. La dysplasie fibreuse monostotique, la forme la plus fréquente affectant un seul os, elle présente souvent moins de complications que la forme polyostotique, qui touche plusieurs os et peut entraîner des problèmes plus importants, notamment des déformations et un risque accru de fracture. Dans certains cas, elle peut être associée au syndrome de McCune-Albright, qui comprend des symptômes supplémentaires tels que des changements hormonaux et des anomalies de la pigmentation de la peau. Numéro 3. La méthémoglobinémie est un trouble sanguin caractérisé par une augmentation anormale des taux de méthémoglobine, une forme d'hémoglobine qui ne peut pas transporter efficacement l'oxygène. Dans cette condition, une partie ou la totalité du fer de l'hémoglobine est oxydée, ce qui entraîne une capacité réduite à transporter l'oxygène dans la circulation sanguine. La méthémoglobinémie peut être congénitale ou acquise. La méthémoglobinémie congénitale est causée par des défauts génétiques qui entraînent une déficience des enzymes responsables de la conversion de la méthémoglobine en hémoglobine normale. La méthémoglobinémie acquise peut résulter de l'exposition à certains médicaments, produits chimiques ou facteurs environnementaux tels que les anesthésiques topiques comme la benzocaïne. Les personnes atteintes de méthémoglobinémie peuvent présenter des symptômes liés à une réduction de l'apport d'oxygène au tissu, notamment une cyanose, une décoloration bleuâtre de la peau, de la fatigue et un essoufflement. Le diagnostic implique généralement la mesure des taux de méthémoglobine dans le sang. Le traitement peut inclure l'administration de bleu de méthylène, qui aide à reconvertir la méthémoglobine en hémoglobine, ou d'autres mesures de soutien en fonction de la gravité de la maladie. La méthémoglobinémie congénitale, en particulier les formes héréditaires, est encore plus rare. Il a été noté que certaines populations, comme les Yakoutes de Sibérie, les Athabascans, les Esquimaux et les Navajos, peuvent présenter une fréquence plus élevée de cette maladie, mais dans l'ensemble, elle reste peu courante. Numéro 2. Dans les cas graves, l'hypertrichose peut conduire à une affection communément appelée syndrome du loup-garou, où le corps entier peut être recouvert de poils épais. L'hypertrichose est une affection médicale caractérisée par une croissance excessive de poils sur le corps qui peut survenir aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cette affection diffère de l'hirsutisme, qui fait spécifiquement référence à une croissance excessive de poils chez les femmes dans des zones généralement associées aux motifs de poils masculins, comme le menton et la lèvre supérieure. Il existe deux principaux types d'hypertrichose. L'hypertrichose généralisée, qui implique une croissance excessive de poils sur tout le corps, et l'hypertrichose localisée, qui est limitée à des parties spécifiques du corps. L'hypertrichose peut également se manifester par diverses formes de poils, notamment des poils fins, des poils doux et duveteux, et des poils plus épais et plus grossiers. Le principal symptôme de l'hypertrichose est la présence de poils en plus grande quantité que ce qui est typique pour l'âge, le sexe et la race d'un individu. Elle peut également entraîner une croissance de poils dans des parties inhabituelles du corps. La maladie peut être congénitale, présente à la naissance ou acquise plus tard dans la vie. Numéro 1. La synesthésie est un phénomène neurologique fascinant où la stimulation d'une voie sensorielle ou cognitive conduit à des expériences involontaires dans une autre.
Par exemple, les personnes atteintes de synesthésie peuvent voir des couleurs lorsqu'elles entendent de la musique ou associer des goûts spécifiques à certains mots. Lorsqu'un sens est activé, il peut déclencher des réponses dans un sens sans rapport. Par exemple, une personne peut entendre un son et percevoir simultanément une forme ou une couleur spécifique. Cette réaction involontaire est automatique et constante pour ceux qui en font l'expérience. Certaines personnes associent des lettres et des chiffres à des couleurs spécifiques. D'autres ressentent des sons qui évoquent des expériences visuelles comme des couleurs ou des formes lorsqu'elles entendent de la musique. Les recherches indiquent que la synesthésie est une condition biologique automatique et innée, ce qui la distingue des hallucinations ou des métaphores. Elle semble être héritée au sein des familles, ce qui suggère une composante génétique et se produit plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. De nombreux artistes et musiciens, comme Vincent van Gogh, ont déclaré avoir fait l'expérience de la synesthésie, ce qui peut améliorer leur processus créatif. Avez-vous un problème de santé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.